simba guitare na maboko okeno belenga elenga mokili ekobaluka atandele mondele akosukwana atandele kobaluka atandele mokili ekobaluka Mesdames, Messieurs, en plus du pasteur Tito que vous avez vu sur les images, j'ai autour de moi 3 autres invités. À ma droite, M. Matteo Songolo, excusez-moi de la coquille sur son nom, le professeur Mbala et le pasteur Dani Musumbu. Le but de cette émission, comme nous vous l'avions annoncé, est le cadre sur les 50 ans du Congo. 50 ans avions-nous dit. Qu'est-ce que cela peut évoquer pour vous? Monsieur Mathieu Songolo, je voudrais bien vous poser cette question. Merci pour la question. En fait, 50 ans d'indépendance, c'est beaucoup d'éléments qui sont mis ensemble dans diverses situations, dans plusieurs domaines. Et ça représente toute une vie du Congo, Zaïre et aujourd'hui encore Congo. Des étapes que nous avons traversées, des situations sociales, politiques, économiques, etc. Et nous sommes tous concernés pour savoir où en sommes-nous effectivement aujourd'hui. Et les temps ont changé et les choses ont changé aussi. Et je pense que tout au long de cette interview, cette émission, nous allons partager ensemble certains éléments très, je dirais, cruciaux de ce temps par rapport à cette nation si grande, si glorieuse et si importante. Vous avez entièrement raison, M. Mathieu Songolo. Je voudrais bien obtenir également l'avis du professeur Mbala. Plus il y a d'évocations, plus il y a d'avis, plus évidemment, ça ne peut être qu'enrichissant. Qu'est-ce que vous en dites, professeur Mbala? Avant toute chose, permettez-moi, mesdames et messieurs, de rendre hommage à un fils du pays qui vient d'être abattu sur le champ de bataille Fleury Chebeya, que nous pleurons aujourd'hui. 50 ans, un grand anniversaire dans la vie d'une nation, mais Kabila a tout fait pour que nous puissions conclure ces 50 ans par un deuil. Le peuple congolais est en deuil. Il pleure non seulement Chebeya, mais il pleure toutes les victimes, connues et inconnues, de toutes les violences qui ont traversé l'espace africain qu'on appelle la République démocratique du Congo. 50 ans d'indépendance, le 30 juin, ça signifie que le peuple congolais a voulu se libérer de quelque chose, devenir indépendant par rapport à un pouvoir colonial inhumain qui a été imposé sur notre peuple. Il a voulu se libérer de toute forme de soumission. 50 ans, les pères de l'indépendance voulaient que ce soit le destin d'une nation qui changeait ce jour-là. Car, comme on le dit dans l'hymne national, le père de l'indépendance voulait que notre peuple dresse le front. Les pères de l'indépendance voulaient que nous puissions rester unis par le sort pour toujours. Les pères de l'indépendance voulaient aussi que nous puissions peupler le Congo et en assurer la grandeur.
des pères de l'indépendance voulaient enfin, ont prêté un serment de liberté et qui voulaient léguer à la postérité pour toujours. Aujourd'hui, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que ce rêve est devenu? Pourquoi ce rêve ne s'est-il pas réalisé? Je crois que autour de cette table, ce sera une des préoccupations autour de laquelle je voudrais que nous puissions nous concentrer. Vous avez entièrement une nouvelle fois raison, professeur Mbala, parce que c'est vrai, l'intitulé de l'émission s'appelle Les 50 ans du Congo. Il ne peut être qu'évocateur d'un parcours au fil du temps, un parcours qui a été ponctué par la naissance du Congo, son évolution, son indépendance proprement dite, et les années qui les ont suivies, et il faut évidemment la période actuelle que nous sommes en train de vivre. Ça ne peut être qu'évocateur. Le titre, il évoque une histoire, il évoque, je ne voudrais pas utiliser le terme épopée, mais néanmoins, on sent se tendre un fil pour lequel nous voudrions obtenir, dans les étapes du déroulement de ce fil, les significations que nous pouvons y trouver. Je vais cette fois-ci poser la question au pasteur Dani Musumbu, homme d'église. Qu'est-ce que cela évoque pour lui, les 50 ans du Congo? Merci. Je crois que 50 ans, demi-siècle. Maintenant que nous sommes en train de parler sur le problème de 50 ans de l'indépendance du Congo, nous rendons hommage à nos pères de l'indépendance, les Lumumba, qui sont passés, qui ont voulu exister, qui ont voulu peut-être être avec nous aujourd'hui, ils ne sont pas là. Comme l'a évoqué le professeur, il y a les Mpolo et les autres qui ne sont pas là. Nous rendons hommage aussi à beaucoup de Congolais qui sont tombés dans les champs de bataille pour la libération de ce pays. Pourquoi pas? Aujourd'hui, on parle de Mandela qui a fait, si c'est 30 ans, si je ne sais pas, mais il y a un enfant du pays qui a passé un long moment dans la prison. C'est Kimbangu, c'est le plus vieux prisonnier. Un jour, je parlais avec une Anglaise qui dirige une grande communauté, Evangelic Alliance. J'ai dit à cette dame, vous parlez de Mandela, mais vous oubliez qu'il y a le plus vieux prisonnier qui s'appelle Kimbangu. Je ne parle pas de l'église Kimbangu, je parle du prophète Kimbangu. Quand nous songeons aussi à cet homme-là, tout ce qu'il a fait, et qu'il a été arrêté beaucoup de fois, et finalement, il n'est pas là aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont tombés, et aujourd'hui, il y a de multiples commémorations, par-ci, par-là. Les gens s'organisent pour fêter. Mais nous devons réfléchir. Après ces 50 ans, qu'est-ce que le Congo est devenu? La vision du Congo, c'était quoi? C'est une vision qui est réalisée, ou que c'est une vision qui est morte jusqu'aujourd'hui? Dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, il n'y a que de crimes, il n'y a que de guerres partout. Alors nous devons quand même, aujourd'hui nous allons débattre un grand problème, pas seulement nous, mais il y a aussi des gens par-ci par-là qui font une conférence, mais nous allons aussi apporter une pierre à ce que nous sommes en train de penser à faire de 50 ans. Donc voilà, nous sommes là pour parler de ces 50 ans, où nous sombrons dans des misères, nos peuples, l'église même, quand on pense à l'église, c'est une église qui vit dans la difficulté, une église qu'on ne respecte même pas. Tandis que nous sommes en Angleterre, c'est un pays où la loi, la liberté, on respecte même l'église. Mais quand nous regardons pendant 50 ans, il y a les Lumumba qui sont passés, et il y a Manoula qui est mort, vous le savez, il y a, je crois, Monseigneur Ichou,
Il y a tant d'autres, il y a le pasteur Moussa qui est tué à Lubumbashi. Donc il n'y a pas de liberté. Pendant 50 ans, nous vivons des moments très difficiles, des moments d'amertume du fond de nos cœurs. Et nous avons besoin qu'il y ait un changement. C'est ça ce que nous voulons. C'est pour cela que nous combattons jusqu'à maintenant. Voilà. Cœur blessé, cœur meurtri, c'est bien l'impression qui se dégage de mes trois invités. Je crois qu'il faudra bien nous attarder sur les raisons d'être de ces états d'âme. La République démocratique du Congo, c'est 2 345 000 km². Un sous-continent. 10 fois le Royaume-Uni. 5 fois la France, 80 fois la Belgique. Je ne sais pas combien de fois, excusez-moi, je n'ai pas le chiffre en tête. Peut-être que l'un de mes invités pourrait m'aider. Je ne sais pas combien de fois exactement. Ça peut bien être fois 80 fois également le Rwanda. Je disais bien 2 345 000 km². C'est toute l'Europe occidentale. Mais c'est certainement énormément de problèmes. Comment est né ce pays, M. Mathieu Songolo? À votre avis, quel est le souvenir le plus antérieur que vous puissiez avoir de ce pays? Bon, le plus ancien, je pense que c'est par rapport aussi à mon âge. Donc je remonte plus ou moins justement à la période de l'indépendance, donc en 1960. Où le pays, officiellement indépendant sur papier bien entendu, il y a eu des choses qui se sont faites, il y a eu peut-être une continuité dans certains travaux au niveau de l'éducation par exemple. Je me souviens quand nous étions encore étudiants, bien, comment dire, élèves au collège Albert Ier, aujourd'hui collège Mobuto. Le système éducatif qui était très fort, très éloquent, très instructif et qui nous a permis vraiment d'avoir des formations solides. Les infrastructures, je pense que même pour aller à l'école, nous avions des systèmes qui étaient à l'époque, le système de bus scolaire qui partait de chaque quartier pour nous amener à l'école pour pouvoir étudier. Dans la paix, c'était organisé, nous avions des abonnements. On allait au collège, les filles allaient au lycée, c'était vraiment, je crois, dans tous les quartiers de la ville de Kinshasa. Bandal, Lingwala, Kitambo, Matongué, Rankin, à l'époque, en fait, ça c'est des souvenirs très émouvants qui sont restés dans nos cœurs. Et aujourd'hui, quand nous parlons aux enfants, aux jeunes, enfin ceux qui sont beaucoup plus jeunes que nous, qui nous ont succédé, ils n'ont pas pu bénéficier de ces privilèges ou bien ces avantages-là. Et ça fait triste, ça fait vraiment mal au cœur parce que bon, il faudrait penser à remédier à tout ce genre de problèmes en fait. Et c'est parmi vraiment les points que je garde dans mon cœur comme bon souvenir absolument. Et mon souci c'est que ceux qui nous ont succédé et ceux qui viennent dans le futur, la jeunesse, le futur, nos enfants puissent effectivement bénéficier de ce que nous avons pu bénéficier à leur tour aussi. C'est vraiment très important et très intéressant. Voilà. Avez-vous vécu quelque peu également dans ce que nous appelons l'arrière-pays, c'est-à-dire en dehors de Kinshasa? Parce que je crois que j'ai l'impression qu'on avait évoqué le Kinshasa, et Kinshasa, ce n'est qu'un petit point par rapport à la République. Vous ne pourriez pas évoquer quelque chose là-dessus? Malheureusement, j'ai été en province, en fait, dans la ville natale de mon père, qui est à Inongo, au lac Mainombe, pour des vacances, en fait, pendant les périodes de vacances, 10 jours ici, mais c'est très vieux et j'ai vraiment pas d'appui sur ça pour pouvoir développer mon sujet, en fait. Je vous remercie énormément. Professeur Mbala, peut-être que vous pourriez nous en apprendre quelque chose? Non, la question était de savoir comment est-ce que le Congo est né. Bon. Oui, le Congo est né. Le Congo est le souvenir le plus antérieur que vous puissiez avoir qui puisse évoquer la naissance du Congo. Bon, le Congo, il a toujours été là. Hein. Le bon Dieu l'a créé, en créant le monde, il a voulu qu'il y ait un pays.
il y a toujours eu des gens, et d'ailleurs c'est l'occasion pour moi d'inviter ceux qui écrivent ou ceux qui enseignent de dire Stanley a découvert le Congo. Non. Ça veut dire que la terre était présente. Découvert, nous avons toujours été là. Oui. Non, le langage doit changer. Nous-mêmes, nous enseignons à nos enfants quand on a découvert. Nous avons été là. Il est venu en touriste ou en explorateur. Comme nous venons ici en Grande-Bretagne, nous ne venons pas faire la découverte de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne était toujours là. Vous voulez dire que ce n'était pas un sol vierge, simplement? Nous étions là, nous étions organisés. D'ailleurs, le nom que nous portons vient d'un royaume qui s'appelait le royaume Congo, dont une partie est restée en Angola, et puis au Congo-Kinshasa, Congo-Brazza, et même le sud du Gabon. Mais l'actuel Congo est né de la volonté du roi Léopold, roi des Belges, qui voulait une colonie. Il trouvait que la Belgique était trop petite pour lui, et il voulait une colonie. Et lorsqu'il a appris que Stanley, qui est venu dans un premier voyage à la recherche de Livingstone, un pasteur britannique qui ne donnait plus de nouvelles depuis plus de 4 ans, il a été envoyé par un journal, je n'ose pas donner le nom parce que je risque de commettre une faute. Il a découvert Stanley, il a découvert Livingstone, mais tous les deux, ils ont fait une partie d'exploration et ils ont pensé qu'ils avaient découvert la source du Nil. Mais ce n'était pas le cas. Et quand Stanley est revenu, il a fait son rapport. Il a de nouveau été envoyé, cette fois-ci, avec l'espoir de trouver la source du Nil. Mais en suivant le fleuve Congo, il a vu que le fleuve tournait vers l'ouest et puis totalement descendait et jusqu'à l'océan. Donc c'était un exploit et ça fait la une de tous les journaux de l'époque. Et comme le roi Léopold cherchait une colonie, il a invité Stanley à Bruxelles, il lui a demandé cette fois-ci de redescendre vers l'Afrique, mais pour son compte. Et ça, c'est en 1879. C'est important, cette période on ne parle pas beaucoup, de 1899 jusqu'à 1809, quand nous devenons une colonie belge. 1908, vous voulez dire? 1908, je m'excuse, donc je précise, de 1879 à 1908, cette période-là, qui est une période très importante dans notre vie nationale. Qui est la période précoloniale. C'est la période précoloniale. Eh bien, pendant cette période, Stanley est venu pour le compte de Léopold II. Il est venu avec des contrats rédigés en français, avec des termes juridiques, et ils sont venus voir nos ancêtres en leur demandant de signer, qu'ils acceptaient volontairement de céder tous leurs droits, du sol et du sous-sol, à un souverain philanthropique qui viendra apporter chez nous le christianisme, le commerce et la civilisation. Et nos ancêtres illettrés ont apposé leurs doigts, puisqu'ils ne savaient pas écrire. Ils ont mis l'empreinte digitale sur ce contrat, et du coup, le roi Léopold est devenu souverain d'une grande partie du pays. C'est en vertu de ces contrats-là que Stanley va aller à la conférence de Berlin, qui a commencé en 1884 et qui va se terminer en 1885. C'est avec ce contrat qu'il va faire valoir les droits de Léopold sur le Congo. Et le Congo deviendra la seule colonie au monde qui sera la propriété d'un individu. C'est parti de ces contrats-là. Et cette période est très importante parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est pendant cette période-là, avant 1908, qu'on va couper les mains, que l'on va tuer les gens en masse alors, parce que le roi voulait de l'ivoire, voulait du caoutchouc, et il fallait absolument qu'on lui donne ça. Alors, il va y avoir ici en Grande-Bretagne un agent du nom de
Dean Morel. Et je voudrais que chaque Congolais connaisse ce monsieur-là, parce que c'est le seul, le premier au monde qui va protester contre les atrocités qui sont faites au Congo. Il y aura même une commission d'enquête du Parlement britannique ici vers le Congo pour constater les atrocités dont souffraient les Congolais. Et il va y avoir un vent contre le régime de Léopold au Congo et qui va forcer le roi Léopold, entre autres, de céder le Congo à la colonie, au Parlement belge. Et nous deviendrons alors le Congo belge jusqu'en 1960. De 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes la République du Congo dans les limites des frontières qui ont été acceptées à la conférence de Berlin. Alors on a parlé du Rwanda. Le Rwanda conteste ses frontières. À tort ou à raison? À tort. Je ne voudrais pas déjà engager une politique. À tort, parce que une question de passage. En 1963, si je ne m'abuse, lorsque les pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA à l'époque, un des principes qu'ils ont retenu, c'était l'intangibilité des frontières reçues de la colonie. Et le Rwanda et l'Ouganda ne contestent que les frontières du Congo. Pourtant, c'est toutes les frontières qui ont été tracées de manière arbitraire. Le Rwanda a des frontières avec l'Ouganda, il ne les conteste pas. Le Rwanda a des frontières avec la Tanzanie, il ne les conteste pas. Mais au Congo, comme qui pourrait dire le Rwanda a un embonpoint que du côté du Congo. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc le Rwanda profite de... Il faut féliciter le Rwanda parce qu'ils ont réussi à bien vendre leurs morts. Ils ont vendu leur génocide très bien. Et à cause de ça, ils ont la sympathie internationale. Et aujourd'hui, ils se servent de n'importe quel prétexte pour traverser la frontière. Mais les frontières du Congo, et toute personne qui veut, parce qu'il y a beaucoup de mes compatriotes qui veulent diriger le Congo, doivent savoir que les frontières du Congo sont des frontières non négociables pour tous les pays d'Afrique. Parce que si on remet ces frontières en cause, en faveur du Rwanda, il faudra les remettre en cause partout. Et nous allons nous trouver devant un désordre dont nous n'avons pas besoin. Les défis de l'Afrique aujourd'hui, c'est la liberté de ses citoyens et le développement pour une meilleure qualité de vie. C'est ça le défi. Je vous remercie, professeur. Je sens une nouvelle fois que vous êtes quelque peu épanché davantage sur la situation actuelle. Je l'ai évoqué quelques minutes plus tôt pour dire que l'on sentait beaucoup d'amertume, beaucoup de préoccupations, une sorte d'angoisse qui, je l'espère bien, trouvera une explication, évidemment, du chef de nos invités. Je vais passer la parole au pasteur Dany pour lui reposer la même question. Pasteur Dany, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme souvenir des plus lointains de la naissance du Congo? Merci. Avant de vous répondre, je dirais que nous sommes en train de faire des analyses qui vont nous permettre de voir un peu l'impact pour préparer un peu l'avenir de notre pays. Je ne vous coupe pas la parole, je voudrais que vous ne fassiez pas encore d'analyse, que vous évoquiez simplement le passé. À votre avis, selon les souvenirs que vous pouvez avoir, selon évidemment votre expérience, selon le parcours de votre vie, qu'est-ce que vous pouvez situer comme le plus ancien dans l'histoire de notre pays? Je reviens sur cette question de cette manière. Je vous en prie. Vous savez, c'est sombre. On a beaucoup de choses à se dire. Mais ce que j'ai dans ma tête, je suis né avant l'indépendance. Et
j'ai vécu la guerre de Moulélé. J'ai vécu la guerre de Janskram. À cette époque-là, j'étais encore trop petit chez ma soeur. Vraiment, le Congo a souffert. Depuis 1885 jusqu'à aujourd'hui, le Congo continue d'en souffrir toujours davantage. Et que lorsque le président Mobutu a pris le pouvoir, tout au début là, on a vécu une bonne vie, je peux dire. Comme l'a dit notre frère, moi j'ai vécu, j'ai grandi derrière la tête de la Gombe, c'est là où j'ai grandi, sur boulevard Tchachi 37. Et quand on regarde un peu aujourd'hui, on compare un peu l'époque là, et on voit un peu ce qui se passe maintenant au Congo, c'est déplorable. Le pays a perdu sa saveur. Le Congo est devenu malade. L'âme du Congo, c'est comme l'âme qui est devenue inexistante. C'est comme si un pays qui est abandonné de lui-même. Tandis que ça, c'est un bijou, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. C'est un bijou. Un jour, j'étais aux États-Unis, je parlais dans une conférence où j'étais invité pour parler du rôle de l'Église dans le temps de la crise. Je disais que c'est comme si Dieu était fatigué quand il a créé le monde. Il se retrouve juste au centre de l'Afrique, avec ses deux pieds au Congo. Il avait des semences dans ses deux poches. Et il était tellement fatigué, il s'est tourné et dit, mais je suis fatigué, est-ce que je vais amener tout ça? Il a jeté tout ça sur le Congo et ça a scandalisé le monde. Et vraiment, c'est ce que nous vivons. Avant-hier, on a vu à la télévision sur Russia Today, la nuit vers 0h, où on parlait du cobalt. Non, comment ça on appelle ça? Du coltan. Du coltan. Vraiment, c'était scandaleux. On a montré beaucoup de choses, vraiment, qui m'a écœuré vraiment. Pour dire que, durant toute ma vie, j'ai vécu des guerres et des guerres. Vers les années 80, je suis allé à Kisangani. Là, je suis devenu pasteur. Nous sommes passés par Isiro, Bafansene et tous ces coins-là. Ces coins-là, on appelait ça comme un petit Suisse. Il faisait beau de vivre là-bas. Mais aujourd'hui, c'est catastrophe. Pour nous dire que c'est comme si le Congo a des yeux qui pleurent. Il a le cœur qui pleure. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Je vais utiliser un terme que le pasteur Daniel Musumbu vient d'utiliser. Un mot, exactement, des pleurs. Comme si le passé du Congo ne peut être évoqué dans les larmes. Comme si le passé du Congo ne peut être exprimé que dans la douleur. Nous allons pouvoir certainement à la fin nous poser des questions pour essayer de savoir, pouvons-nous sortir de ces pleurs. Nous n'en sommes pas encore arrivés là. Le Congo, c'est, comme l'a évoqué le professeur Mbala, le Congo est né, le Congo tel qu'on le connaît, c'est-à-dire dans ses délimitations administratives, est né lors de la conférence de Berlin, comme, pour n'évoquer que l'Afrique, comme beaucoup d'États africains, parce que ces délimitations ont été établies à ce moment-là lors de la conférence de Berlin. C'est après la conférence de Berlin que, dans l'année 1908, l'État indépendant du Congo, tel que ça a été évoqué également par le professeur Mbala, qui était une propriété personnelle du souverain belge, Léopold II, deviendra la colonie de la Belgique. Et 52 années plus tard, en 1960, interviendra
l'indépendance du Congo. Après l'indépendance, c'est une époque que beaucoup de gens, peut-être certains, en tout cas pas peut-être tout le monde, mais du moins un certain nombre parmi nous peuvent évoquer. C'est le premier régime qui n'a duré que 5 années de pouvoir. Par la suite viendra le second régime politique qui est celui qui aura plutôt duré une trentaine d'années de pouvoir, auquel succédera celui que nous connaissons actuellement dans la République démocratique du Congo. Les invités que nous avons appelés ici, je viens devant eux en profane. Ce n'est pas un discours scientifique, ce n'est pas une conférence scientifique, nous venons plutôt dans la recherche simplement de faits évocateurs, suivant le cours de notre histoire, qui puissent nous inspirer, qui puissent nous situer, qui puissent nous permettre de nous projeter vers l'avenir, de manière tout à fait simple, comme quelqu'un qui ferait le bilan de sa vie. Nous ne sommes pas encore à la fin de la vie, c'est bien par la grâce du bon Dieu, mais néanmoins, je crois qu'il a toujours été bon pour chaque être humain de pouvoir à certains moments s'arrêter, regarder sur le rétroviseur, avoir un œil sur le passé, comme je l'ai dit, pouvoir se situer. Monsieur Mathieu Songolo, quelle est l'expérience, en dehors de ce que vous avez déjà évoqué, dans l'histoire de notre pays? Pouvez-vous évoquer quelque chose juste aux alentours de l'indépendance ou pendant la période de l'indépendance? Je vous pose cette question à ce niveau-là. Je voudrais que c'est un peu plus précis par rapport à la question, que je puisse répondre de façon claire. Pouvez-vous évoquer quelque chose? Je ne parle pas d'un aspect politique, culturel ou économique, mais quelque chose qui vous a frappé, qui revient toujours à votre souvenir. Je vous ai dit que je venais juste en tant que profane. C'est comme si votre enfant vous posait la question, papa, mais cette période d'indépendance, c'était comment? Bon, il faudrait que je remonte quand même quelques années après l'indépendance, parce que au moment de l'indépendance, j'avais 1 an ou quelques mois, c'est quoi dire. Donc, je m'entends peut-être à 10 ans après l'indépendance, on peut dire que voilà, la vie était très gaie en fait, en parlant de façon simple, la vie était très gaie. On vivait bien dans notre pays, on avait vraiment, on sentait que l'avenir était positif dans beaucoup de domaines. C'était la joie de vivre, en fait, rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça, enfin, je peux évoquer vraiment la tête haute que nous vivions dans de très bonnes conditions. Peu importe votre couche sociale, mais c'était quand même, je ne dirais pas excellent, mais c'était quand même quelque chose de positif en général. Et même les pays voisins, même les pays lointains nous enviaient en fait. Hein. On voyait dans le Congo une référence de l'émancipation, en fait. C'était une société, disons, qui avançait, qui avait de l'espoir, qui pouvait inspirer en fait. Et ça, c'est vraiment des souvenirs très forts en fait dans ma mémoire. Oui, professeur Mbala. À l'instant, je vous en prie, nous allons faire un petit break pour des raisons d'ordre technique. Oui, j'ai été en train d'évoquer la période de l'indépendance. Monsieur Mathieu Songolo a évoqué une période qu'il a considérée comme étant très reluisante. Je ne sais pas si le professeur Mbala ou le pasteur Moussumba en dira autant. Moi, ce que je peux dire, c'est maintenant, bon, à l'indépendance, j'avais 15 ans,
je comprenais plus ou moins ce qui s'est passé parce qu'à cette époque-là, on ne s'intéressait pas trop à la politique. Moi, je suis né dans un village et mon père, à qui je rends hommage ici, qui était un bon paysan, mais il contribuait. Je suis né dans le Bas-Congo, donc là, le parti qui menait la lutte de l'indépendance, c'était la BACO, et il contribuait. Il me disait, je suis en train de faire ça parce que vous, nos enfants, vous ne serez plus esclaves de personne. Effectivement, nous avons tous pensé ça. Alors je me souviens de 2 ou 3 petites choses de la période des premières années de l'indépendance, disons de la première législature. La première chose, c'est le jour de l'indépendance. Je suis dans une paroisse qui s'appelle Lemfou, c'est à 30 km d'ici. Et le curé, qui était un révérend père jésuite, belge, dans son sermon, il a dit « Vous ne savez pas vous gouverner. Vous n'allez pas vous en sortir. » C'était à cause de quoi cette évocation? Il nous avertissait. Il nous avertissait parce que nous étions tous très contents, mais lui, on n'a pas aimé son discours. Mais aujourd'hui, je me dis, c'est ce genre de discours qu'on doit encore tenir. Vous étiez content vis-à-vis de nous? Nous n'étions pas contents du tout, parce que nous pensions qu'il nous enviait pour notre indépendance. Mais il nous avertissait. C'était à la date de l'indépendance? Le 30 juin, nous sommes à l'église et pendant le sermon, il dit vous ne savez, d'abord, vous ne vous connaissez pas, ce qui est vrai. Les Congolais ne se connaissaient pas. En dehors de ceux de Kinshasa, qui pouvaient voir les Congolais de tous les coins du Congo, nous, dans nos villages, on était, d'ailleurs, à l'époque belge, pour se déplacer, il fallait un permis. Pour aller d'un centre à un autre, il fallait un permis. Et le nombre de jours, c'était comme le visa. Donc, si on vous a donné 15 jours, au bout de 15 jours, vous devez rentrer. La personne qui vous a accueilli doit aller signaler votre présence dans un bureau de la population. Et après, vous devez partir. Il doit signaler que vous êtes rentré. Donc, on ne se connaissait pas. Et le révérend père dit, vous ne vous connaissez pas. Et vous ne savez pas vous gouverner. Si vous ne faites pas attention, vous allez reculer à l'état où étaient vos ancêtres à notre arrivée ici. Hélas, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Vous lui donnez raison, non? Je ne lui donne pas raison, mais je condamne tous ceux qui ont conduit le Congo jusqu'aujourd'hui et qui n'ont pas compris qu'à l'indépendance... Ça veut dire que probablement le prêtre prophète était déjà en train d'évoquer notre irresponsabilité, qui ne s'est manifestée qu'avec avec ardeur, à raison d'ailleurs. C'est ce que je voulais dire. Oui, je vous en prie. En suivant ce que le professeur a dit, on peut voir que les premiers missionnaires, ils étaient mandatés avec une mission. C'était de détruire la pensée du peuple congolais à cette époque-là. C'est comme s'ils utilisaient la Bible, mais ils avaient quelque chose caché. Non, je ne partage pas tout à fait ce point de vue-là. Ils sont venus au Congo dans un cadre donné. Les églises n'ont pas fait l'effort d'envoyer des missionnaires venant d'autres pays dans leur colonie. À dessein, professeur. Que ce soit à dessein ou pas, mais moi personnellement, je le comprends. Tu as lu l'histoire, le discours de Léopoldine, qui parle de la mission de plein missionnaire au Congo. Tu as déjà lu ça, non? Mais ce n'était pas... C'est pas ça qu'ils ont appliqué. C'est pas ça qu'ils ont appliqué. Ils ont dit allez les abrutir, ils ont enseigné jusqu'à un certain niveau. Ils ont enseigné mieux que nous-mêmes, nos propres enfants. Donc je ne... Professeur, je ne vous coupe pas la parole. Il y a une évocation qui dit la Bible est le canon. Vous acceptez cette citation ou vous ne l'acceptez pas? Pour ce qui concerne le Congo. Peut-être que non, je n'accepte pas. Pourra faire un commentaire aussi là-dessus. Je n'accepte pas globalement. Non, il y a des ratés
dans chaque mission. Même aujourd'hui, Oui, quand vous prenez nos propres églises, il y a beaucoup à redire. Il y a beaucoup à redire. Alors, que cette église-là ait commis des erreurs, c'est condamnable, c'est regrettable. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'indépendance n'a été préparée ni par les Congolais, ni par les Belges. Les Belges, ne s'attendant pas à quitter le Congo, n'ont préparé personne. Ils ne le voulaient pas. Les Congolais, je comprends aussi qu'ils ne veuillent pas. Qu'ils ne veuillent pas préparer les gens qui viendraient leur donner un coup de pied. Ça, c'est tout à fait normal. Non, parce qu'ils étaient venus en conquérant. La colonisation a été une mesure de puissance qui sont venus vers des pays faibles. Et nous devons comprendre que la relation que nous avons en tant que pays, en tant que nation, en tant que peuple, que cette relation n'a pas été modifiée. Qu'aujourd'hui encore, ce sont les puissants qui imposent leur volonté. Alors le problème, ce n'est pas que les puissants veuillent imposer leur volonté. Le problème, c'est que le faible ne fait rien pour se soustraire à la volonté des puissants. Et que même ils collaborent, et même ils nous demandent à nous, qui ne voulons pas ça, d'être contents, d'être soumis à leur maître. C'est ça le problème, et c'est ça le défi qu'il faut relever. J'avais dit que je voulais évoquer trois petites choses, si vous permettez. Il y avait ce discours-là qui soulignait l'impréparation de l'indépendance, et par les Congolais, et par les Belges. Mais je voudrais souligner encore une chose, c'est une personne dont on ne parle pas beaucoup, c'est le président Kasavubu. On ne parle pas beaucoup de lui parce qu'il y a eu le conflit avec le Premier ministre Lumumba et le Premier ministre Lumumba est mort dans des conditions que nous condamnons, que nous n'acceptons pas. Et ça a éclipsé la personne du président Kasavubu. Mais je voudrais quand même être juste avec lui en disant que en 1963, je crois, j'étais encore tout petit à l'école secondaire, nous sommes allés visiter la résidence du président. Il habitait là où se trouve la défense nationale maintenant, un peu plus bas, là où était le bureau de Mobutu. C'était ça, la résidence du président. Ce qui m'a frappé, c'est de voir les mamans de Kitambo ou de Biza en train de faire leur chant dans l'enceinte de la présidence. Ils faisaient leur chant et le président est sorti, il les a salués, maman Botelabino, et il est parti. Il avait une très bonne relation, sans crainte de son peuple, et le peuple n'avait pas peur du chef de l'État. Ça, c'est quelque chose que nous avons perdu avec la chute de Kasavubu, parce que Mobutu, c'était quelqu'un de très distant, c'était vraiment un empereur pratiquement. Et Laurent, c'est la même chose, et l'actuel, il semble même que ses conseillers n'ont pas le droit de lui parler en le regardant dans les yeux. Est-ce que je peux poser une question? Oui, si. Ce n'est pas à cause de la morale, c'est pas à cause de la parole de Dieu, parce que Kasavubu était à l'école théologique à Kabwe. C'était un séminariste d'ailleurs. C'est un séminariste. Jusqu'au grand séminaire. Le fait qu'il est passé à l'école théologique, il devait être un modèle. Voilà, ça c'est un leader. Oui, j'imagine que c'est quelqu'un qui a mis à profit tout ce qui était positif dans tous les milieux où il est passé. Mais je crois aussi que l'éducation traditionnelle, dans l'éducation traditionnelle, dans nos cultures, il y a aussi des valeurs qui permettaient aussi de former. Mais je crois que l'enseignement de l'évangile doit avoir à contribuer à cela. La dernière chose que je voudrais signaler, c'est la visite, je crois que c'est en 1964, la visite de Moïse Tshombe à Kisantu. Je suis à la fin de mes études secondaires. Il vient et il est avec l'évêque Feu Monseigneur Kimbondo. Ils sont dans une voiture décapotable
Ils sont partis de la cathédrale de Kisanto pour aller visiter l'hôpital. Et en cours de route, il y a une branche, il y a des eucalyptus, il y a une branche eucalyptus qui s'est cassée, qui est tombée. Tombé, s'est blotti, il a voulu fuir de la voiture. Alors Monseigneur lui a dit, non, Excellence, ici vous êtes dans le royaume de la paix, vous pouvez passer la nuit dehors. C'était la paix partout. Et ça également, nous avons perdu. Il n'y a plus personne qui peut se permettre aujourd'hui au Congo de passer la nuit dehors, même dans une résidence surveillée. Donc, si je peux, aussi loin que je me souviens des premières années de l'indépendance, c'était de belles années pour le pays. C'était les écoles qui s'ouvraient partout, c'était les nouvelles maisons qui se construisaient partout, c'était des Congolais qui prenaient des responsabilités auxquelles ils ne s'étaient pas bien préparés, mais on sentait quand même qu'il y avait cette volonté de prendre les choses en main. Et tout cela, hélas, ça a reculé à un point où aujourd'hui on se pose la question si réellement ceux qui disent que le Congo n'existe pas, est-ce que réellement ils ne sont pas proches de la vérité? Dans l'analyse que chacun de nous peut avoir, qu'est-ce qui conduit le peuple congolais vers cette indépendance? Parce que je pense que le Belge de gaieté de cœur n'avait pas envie de donner cette indépendance. À l'analyse d'ailleurs des discours qui ont éventuellement été prononcés lors de la date de cette proclamation d'indépendance et des turbulences qui sont nées pas très longtemps après cette date d'indépendance. Qu'est-ce qui crée cet environnement qui permet cette indépendance à votre avis? Moi, je crois qu'il y avait plusieurs vents. Hein. C'était le temps de l'indépendance. Il y avait le ras-le-bol, enfin, partout, dans toutes ces colonies. Il fallait passer au changement. Et puis, il y avait la volonté d'en finir, d'aller de l'avant, de prendre en main la destinée de sa propre nation. Et ils sont partis au Ghana. Et puis, bon, si vous constatez, les années 60, presque tous les pays de l'époque ont eu l'indépendance par rapport à cette année-là. Donc c'était en fait un mouvement, c'était un vent qui permet que il fallait passer à l'étape. Et à votre avis, M. Mathieu Songwe, vous trouvez que c'était une bonne chose pour les Congolais? Le professeur Mbala vient d'évoquer à son avis que nous n'étions préparés ni à l'indépendance, ni à nous assumer nous-mêmes. C'est aussi votre avis? Tout à fait. Je crois que l'idée était bonne, mais ce n'était pas le bon moment. Il fallait une préparation beaucoup plus profonde que ça. Parce que prendre responsabilité d'une nation, ça demande une préparation beaucoup plus profonde que ça. Nous étions un peu malheureusement pressés, et puis bon, on nous les a pratiquement disant, bon voilà, vous en voulez, en voilà, et débrouillez-vous. Et malgré qu'ils ont donné cette indépendance, ils ne nous ont pas permis d'avoir les possibilités de pouvoir vraiment avancer dans... En fait, ils ne nous ont pas aidés, voilà, c'était que voilà, bon débarras, et puis bon, débrouillez-vous, et les conséquences, c'est à vous. Mais à votre avis, qu'est-ce qui vous permet de dire que nous avons voulu cette indépendance de manière précipitée? Était-ce simplement le fait d'avoir été rencontré le colonisateur dans son pays et d'avoir évoqué qu'il nous fallait obtenir l'indépendance? Vous pensez que c'était simplement ça l'élément déclencheur? Bon, si je peux me permettre quelque chose, il n'y a aucun peuple qui est resté éternellement soumis. Donc, dans n'importe quel ordre, dans n'importe quel peuple, il advient toujours un moment. Il arrive un moment où cette libération intervient. Pas possible de continuer sous la soumission. Donc, ce moment-là devait arriver pour notre peuple. D'autant plus que certains peuples ont connu des royaumes, ont connu une certaine gloire avant l'arrivée des Belges. Et donc ce n'était pas une nouvelle chose pour nous de nous gouverner. Avant que les Belges ne viennent, nous avions des chefferies, nous avions des royaumes, on avait des empires. Donc ça, c'est quelque chose, un rêve qui ne s'était jamais éteint. On voulait revivre la gloire du passé. La deuxième chose, c'est, malgré tout, il y a eu, même un nombre limité, mais des personnes qui ont été instruites pendant l'époque belge
dans les séminaires, dans certains collèges, pas beaucoup. Et d'ailleurs, il n'est pas étonnant de voir que la plupart de ceux qui ont pris les fonctions en indépendant, c'était soit des anciens séminaristes ou des anciens qui étaient dans les environs des écoles, des prêtres ou des pasteurs. Mais il y a un changement important qui va arriver après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, le Congo a participé à la guerre mondiale. Nos pères sont allés se battre pour l'Occident. Et en récompense, il y a eu l'ouverture de l'enseignement secondaire complet. On a commencé à former dans les collèges comme le collège Albert, comme le collège Mbanza-Moma à Bukavu, à la colonie scolaire de Moma, à Tumba, il y a eu des écoles où finalement on commençait à donner l'enseignement secondaire complet, parce qu'à l'époque coloniale, on allait jusqu'à 3 ans, 4 ans pour ce primaire, et puis on vous donnait un diplôme, vous allez enseigner, vous êtes un petit clerc quelque part. Donc il y a eu ça. Et il y aura aussi, en 1956, la conférence de Bandung, des non-alignés. À cette conférence-là, le tiers-monde a pris conscience de son existence comme une nouvelle force et qu'il voulait se débarrasser de toute subordination. Et c'est comme ça que petit à petit, un ensemble de facteurs vont faire que... Mais quel est le reproche? Y a-t-il des raisons alors de reprocher à ceux que nous appelons nos pères de l'indépendance d'avoir réclamé cette indépendance? Moi, je ne reproche pas. Il n'y a pas un moment meilleur qu'un autre. Un peuple ne doit pas être soumis. Un point trait. Donc, la colonisation, c'était un mauvais accident pour nous. Donc, acceptons. Alors, à tout moment, oui. En 1908, on pouvait devenir indépendant. Le problème, ce n'est pas quand. Le problème, c'est comment. Alors, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe que nous devenons indépendants le 30 juin. Le 4 juillet déjà, 1960, il y a la mutinerie des militaires. Suite à un discours que personne n'attendait, du général Janssens, qui est allé mettre au tableau avant l'indépendance égale après l'indépendance. Dans la logique militaire, on peut lui accorder cette expression. C'était malvenu, ça ne devait pas être avant l'indépendance égale après l'indépendance. Ce n'est pas votre avis, M. Somol? C'est ce qui a déclenché... Non, mais il faut se mettre dans le cadre précis. En ce moment-là, il ne pouvait pas dire ça, parce que avant l'indépendance et après l'indépendance, c'est la même chose. Vous n'êtes pas indépendant. C'est comme... en fait, il faut prendre ça dans un sens... Vous n'êtes pas préparé. C'était ça. Je ne sais pas. Mais je parle du contexte. Hein. La connotation, c'était plus dans un sens d'injure par rapport à une nation qui se sent effectivement débarrassée de... Je prends ça dans ce sens-là. Donc, c'était malvenu absolument. Le général Janssen s'est expliqué plus tard. On lui a posé la question vraiment vers... Je crois qu'il est mort, mais vers la fin de sa vie. On lui a posé la question... Il était d'ailleurs venu au Congo, je me rappelle... lors de l'anniversaire de l'indépendance, oui, il est venu au Congo et je me rappelle que la presse a eu l'occasion de lui poser pertinemment cette question-là. Sa réponse était, on lui a posé la question de savoir est-ce que vous maintenez votre discours avant l'indépendance égale après l'indépendance. Il a dit oui, je maintiens parce que pour moi, le militaire c'est la discipline. La discipline avant l'indépendance doit égaler la discipline après l'indépendance. Bon, quand on explique ça, c'est autre chose. Mais les militaires voulaient eux aussi voir quelque chose changer, avoir des promotions, avoir une carrière qui s'ouvrait devant eux. Ils n'avaient pas besoin de tenir ce discours. En tout cas, les conséquences ont été désastreuses. Il y a eu ça, donc la révolte des militaires que personne n'attendait, le 4 juillet, donc juste 4 jours, il y a cette révolte-là. Le 11 juillet, il y a Tchombi qui fait la sécession katangaise, avec l'appui de la Belgique.
le 28 août, donc 2 mois seulement plus tard, il y a le Kassai qui fait sécession aussi avec Moulopoué. Donc tout ça a fait que la jeune République a commencé à gérer des crises auxquelles elle n'était pas préparée. Et nous sommes pratiquement le seul pays à avoir connu ce genre de situation. Parce que toutes ces choses-là n'étaient pas venues de Belges. Si, ce sont des Belges. Oui, mais je crois, moi je rejoindrais simplement cet avis parce que le Belge, c'est le conquérant, c'est le maître des lieux, qui ne le partage d'ailleurs avec personne, parce que nous étions là, nous étions dans cet espace qu'ils avaient délimité, d'ailleurs sans demander notre avis ou l'avis de qui que ce soit. C'est comme ça d'ailleurs que s'étaient établies toutes ces anciennes colonies, pour illustrer d'ailleurs tout le drame sociologique et humain que ça a créé jusqu'à ce jour. Regardez, je ne prends que l'exemple de notre pays, vous trouverez un peuple comme le peuple Congo, il se trouve en Angola, il se trouve au Congo-Kinshasa, il se trouve au Congo-Brazzaville. C'est presque pareil tout autour de notre pays. C'est parce que quand ils faisaient cette délimitation, d'ailleurs ils l'ont fait à 1000 lieues de nous-mêmes, c'est-à-dire de notre pays, le Congo, et c'était sur peut-être un morceau de papier ou sur un dessin, je ne sais pas, je ne m'y trouvais pas, mais tel que l'évoque l'histoire, c'est comme ça qu'ils se sont partagés le Congo, chacun dit moi je prends ceci. Il devait avoir certainement des éléments de référence sur la cartographie de ces pays qu'ils étaient en train de créer, ils ont ce continent qu'ils étaient en train de morceler. Ils l'ont établi de cette manière-là. Et fort évidemment, il faudrait pouvoir ajouter, je pense que vous serez du même avis que moi, ce n'est peut-être même pas tellement du fait que nous ne circulions pas, mais je ne pense pas que réellement, sans qu'il y ait peut-être des confrontations guerrières prononcées ou que l'histoire puisse évoquer, il n'y avait réellement pas de cohésion entre ce qu'on pouvait appeler un royaume un tel, un groupement un tel, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous êtes dans la vie. Oui, mais moi je pense que tout ça c'est vrai. Tous les pays ont des problèmes. Nous avons aujourd'hui notre ancienne métropole qui se tiraille entre Wallons et Flamands. Et en France, vous avez la Corse qui veut se retirer. En Espagne, vous avez les Basques. Donc, dans tous les pays, il y a ce genre de problème. Mais la singularité du problème congolais, c'est lequel? Non, au Congo, moi je pense qu'en dehors des problèmes créés volontairement par le Rwanda et l'Ouganda, nous n'avons pas de problème du fait qu'il y a des peuples qui sont à cheval entre deux pays. Nous n'avons pas ce problème. Nous avons des Bakongo en Angola, nous avons des Bakongo au Congo-Kinshasa et au Congo-Brazza, mais ça n'a jamais créé de problème. Au contraire, je suis entièrement d'accord avec vous à ce sujet. Mais je voudrais simplement évoquer le fait que quand j'étais en train de dire cela, c'est pour pouvoir dire que si cette indépendance pour nous a été mal comprise ou précipitée, ne serait-ce pas parce qu'au fait, il n'y avait pas de concorde réelle. Il n'y avait pas d'antagonisme, c'est vrai, il n'y avait pas de concorde réelle entre les différents groupements humains. Non, nous n'avons pas aujourd'hui toutes les guerres qu'il y a. On n'a jamais eu de guerre ethnique au Congo. Il n'y a pas eu... De tout temps. Bon, il y a eu des règlements de compte. Dans l'histoire du Congo, on évoque par exemple, j'espère ne pas pouvoir me tromper, on parle des Tétés là, d'un soulèvement. Oui, mais ce ne sont pas soulevés contre la contre les... Non, ces guerres-là, ça a existé, probablement je l'ai déjà vu. Ce sont des conflits, ce n'est pas des guerres de conquête ou des guerres parce qu'il y a tel village qui nous appartenait. Non, mais aujourd'hui, disons, prenons les guerres récentes, les plus meurtrières que nous avons à l'Est. Les soi-disant Banyamulenge, aujourd'hui d'ailleurs on n'en parle plus.
Nous y arriverons, professeur. Je voudrais donc, ce n'est pas parce que les Congolais, non, les Congolais, ici comme nous sommes ici, franchement, lui il vient de dire d'où venait son père, je viens de l'apprendre maintenant, mais je crois que ça n'a jamais été la préoccupation des Congolais de dire d'où est-ce que vous venez. Je suis entièrement d'accord avec vous. Être Congolais, ça suffit à tout vrai Congolais. Fort heureusement. Fort heureusement. Alors, le problème que nous avons, c'est quoi? La singularité du Congo, c'est la mauvaise direction politique du pays. N'est-ce pas? C'est ça. Nous avons une très mauvaise direction politique. En dehors de Joseph Kasavubu, qui a commis probablement la faute d'avoir révoqué son premier ministre. C'est une faute politique. Mais tous les autres, ils n'ont jamais voulu conduire le Congo vers l'avant. Nous y reviendrons, professeur. C'est ça le problème. Je voudrais vous poser une question. L'indépendance, était-ce un avorton, à votre avis? Ce n'est pas mon avis. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que c'était un vent qui a soufflé à cette époque-là. Parce qu'on a dit que dans tous les pays africains, il y avait ce mouvement-là qui s'est créé. On nous dit que, quelle que soit la base de nos dirigeants qui ont existé à cette époque-là, les gens tels que le Lumumba, quelqu'un qui prépare son discours 5 minutes avant qu'il passe devant tout le monde. C'est quelqu'un qui avait de l'intelligence. Les Kasavubu, ils étaient là, ils étaient préparés à diriger ce pays-là. Ces gens-là qui ont existé à cette époque-là. Le problème, c'est quoi? C'est que c'était un gâteau pour les Belges qui ne voulaient pas lâcher la main. Ce sont eux qui nous ont créé des problèmes. Bon, je peux utiliser un terme, c'est un peu comme de bonne guerre. Monsieur, c'est un conquérant. Il arrive chez vous, il est dans votre parcelle, il en jouit avec beaucoup de délectation. Comment est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'à un certain moment, il se dise il est temps de partir? Si vous ne le contraignez pas, je crois qu'il est assez naïf pour nous de pouvoir le penser de cette manière-là. Mais je voudrais dire ceci, quand je dis l'indépendance, est-ce un avorton, c'est-à-dire un enfant mal raté, nous ne le méritions pas, nous sommes précipités à l'exiger. Professeur Mbala, vous pensez que c'est... Non, ce n'est pas un avorton, parce que c'est un droit fondamental de tout peuple. Oui, mais... Nous ne devions pas être colonisés. Un point très. C'est vrai, vous n'avez jamais demandé à être colonisé. Nous n'avons jamais demandé à qui que ce soit à être colonisé. Et c'était une mauvaise chose qu'on nous ait colonisés. Du point de vue de la dignité humaine. Donc, à tout moment, le fait colonial ne devait pas avoir existé. Donc, le plus tôt qu'on s'en défaisait, c'était mieux pour le Congo. Nous n'étions pas seuls à avoir été plus ou moins mal préparés. On peut parler des colonies françaises, où nous avons eu des chefs de l'État comme Houphouët-Boigny, qui était déjà ministre dans le gouvernement de De Gaulle, au Sédar Senghor, qui siégeait comme député au Parlement français. D'accord, nous n'avons pas eu ça. Mais ce que nous avions au pays, les leaders que nous avions au pays, le niveau de notre économie de l'époque, les exigences de notre administration de l'époque, nous pouvions nous en sortir. Mais, comme a dit le pasteur, les Belges n'ayant préparé personne et qu'ils se soient retirés brusquement, ça créait un vide que nous n'avons pas eu le temps de combler. Mais le problème, ce n'est pas... Si vous aviez eu plus de réflexion, professeur, dans le contexte qui se vivait à ce moment-là, vous l'auriez demandé, non, ne partez pas trop vite. Non, les Belges sont partis parce qu'ils se sentaient en insécurité. Si vous aviez pu les retenir, est-ce que vous les auriez... Moi, je ne les aurais pas retenus du tout. Parce que je pense, aujourd'hui encore, que nous avons la capacité de diriger le pays. Aujourd'hui encore. Ce qu'il nous faut, c'est une bonne direction politique. Et avec Kasavubu et le Lumumba, nous avions cette bonne direction politique. Pour l'époque. Le Lumumba avait suffisamment de capacité d'inspirer le peuple et Kasavubu avait suffisamment de sagesse pour maintenir l'équilibre du pays.
Ça, si nous avions réussi à les avoir tous les deux ensemble, faire le premier mandat et commencer peut-être le deuxième, nous allions avoir une chance. Sans compter que on a eu toutes les attaques dont nous parlions ici. Quel que soit le moment. Professeur, si Atusimba guitare na maboko okeno melenga elenga mokili ekobaluka atandele mondele akosukwana tandele baluka atandele mokili ekobaluka Tandele bande kwa tandele atandele